Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus en nombre pour cette superbe conférence. On remercie encore à la BNU de nous accueillir dans leur auditorium qui est toujours très agréable à fréquenter. On est doublement ravis de cette soirée, d'une part parce qu'on va présenter cette revue graphée qui existe depuis quand même 1991 et qu'on aura le plaisir à connaître l'histoire par Claude Leloup, ici présent, qui est arrivé de Paris ce matin. Et doublement donc heureux parce que cette revue est consacrée à du travail qui a été réalisé pour l'espace européen Gutenberg, donc le travail autour de la communication de la fête des imprimeurs et de la typo Johannes, communication faite des imprimeurs par Marielle Deveau et Vincent Lamarche, et la typo Johannes qui a été créée par Laurent Bourselier. Donc voilà, merci à tous. Si jamais la revue vous intéresse, elle est en vente, on est encore à la sortie, et il y a aussi d'autres exemplaires qui sont également en vente, donc on sera avec Hélène à la sortie pour vendre ces revues. Merci à tous et bonne conférence. Et vous pouvez également vous abonner, il y a aussi les bulletins d'adhésion. L'histoire de Graphée, c'est un peu compliqué. Il a fallu beaucoup travailler pour trouver un peu comment ça se passait. Donc, les débuts de Graphée, c'est 1904, qui ne s'appelait pas encore Graphée, qui était le bulletin officiel des cours professionnels de la Chambre typographique de Paris. Et on y trouvait de quoi alimenter les typographes qui venaient se perfectionner donc, dans les locaux du syndicat. Et donc là, vous avez un exemplaire de cette série. Ensuite, tu peux passer sur. Ensuite, dans l'histoire de Graphée, c'est pendant la guerre mondiale, ça s'est arrêté. Pendant les deux guerres mondiales, ça s'est arrêté. Et pour la deuxième guerre, ça ne s'est relancé qu'en 1949, avec un numéro 115 qui est le numéro 1 de Graphée. On ne sait pas pourquoi. Ça a changé de nom. On n'a pas retrouvé, on n'a pas pu recontacter des anciens de l'époque, et pour cause. Hein. Et donc, on ne sait pas exactement quels ont été les tenants et les aboutissants de l'affaire. Bon, à son jour, nous n'avons pas percé le mystère du choix. Alors, est-ce que ça a été un effet de la culture Ils étaient très cultivés, ces gens-là. Moi, je les ai fréquentés quand j'étais jeune typo. Ils étaient vraiment très... C'était tous des enseignants, des gens bien placés dans les sphères du métier. Donc, ils avaient beaucoup de science de la typographie. Mais c'est peut-être aussi parce que l'un d'entre eux, ou plusieurs, on traduit du grec grapho et graphène, c'est-à-dire écrire ou écriture. Alors, un jour, peut-être, on percera le mystère. Et donc, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ça a changé de nom. Donc, Jérôme Peignot, qui était un très grand ami de la revue, nous a fait, dans le numéro 73 et 74, il nous a fait une explication d'où vient Graphée, qui était la déesse comment je t'ai dit tout à l'heure là, Oui, bon, je ne me rappelle plus. Bon, le numéro 115 du bulletin, donc, qui est devenu le numéro 1 de Graphée, première édition, s'arrêtera en 1940, au numéro 42 en 1966 pour céder la place à l'école graphisme et communication, parce que le syndicat avait acheté des Mac et n'avait plus les moyens de soutenir la revue. Donc, ça a été la cessation de la revue. Ensuite, en 1988,
la chambre typo a racheté un bateau qui était en déconfiture, qui avait servi à transporter les soldats anglais de Dunkerque à la Grande-Bretagne, qui était un bateau à roues et qui n'a pas dû coûter cher, je suppose, à l'époque, et qui a été retapé par toute une équipe de typos et qui a servi de siège social pour la revue et qui servait à faire des expositions, etc. et qui était destiné à faire un musée de la typographie. En fait, l'affaire ne s'est jamais faite et donc on a fini par vendre ou ils ont fini par vendre le bateau. Donc ensuite, pour gérer ce bateau, il y a eu ils ont créé une association qui s'appelait la DAT, et il est venu à l'idée de l'un d'entre eux et même de plusieurs de faire un imprimé pour faire un lien, pour donner des nouvelles de l'association. Comment ça marchait, et exactement ce qui se passait sur le bateau, les expositions, etc. Et donc, on a fait en 91, il y a eu un numéro 0 et ils ont repris le nom de Graphé. Et c'est comme ça qu'ils ont relancé la revue sous une autre forme, qui est aujourd'hui l'actuelle, avec un papier différent, bien sûr, mais qui est venu après. Je vous expliquerai après. Et donc, en septembre 92, le numéro 1 est sorti. Puis, comme il fallait structurer toute une équipe pour faire les articles, ça devenait difficile d'avoir un rythme régulier. Donc, dans les premières années, il y a eu une année, il y a eu deux parutions, puis trois, puis petit à petit, ça s'est installé. Et on a eu je dirais, des pointures de la profession qui ont fait des articles très intéressants, mais c'était surtout au début des nouvelles sur l'association. Puis petit à petit, on a vu apparaître un peu d'illustration. Et là, dans celui-là, on voit le bateau. Là. On voit le bateau et tout le temps où l'association a été hébergée sur le bateau, on avait l'icône du bateau sur Graphé. Donc là, il y avait assez peu de pages et bon. Au bout d'un moment, ça s'est un peu structuré. Donc le 28 juin 1995, l'association est devenue indépendante parce que il fallait quand même prendre son envol par ailleurs, ne plus être lié à la chambre typo, de telle sorte qu'on puisse s'exprimer davantage dans la revue. Et le nom de Graphé donc était bien installé et en 95, l'association a pris le nom de Graphé. Donc c'est comme ça qu'a disparu la notion de bulletin. Ensuite, dans le numéro 10 et 11, c'est-à-dire un numéro double, les élèves sortant d'Estienne ont fait une proposition de maquette plus moderne pour faire vivre un peu mieux les pages. Et au contraire de l'ancienne édition, qui privilégiait la technique, le fonctionnement des matériels, etc., ce qui se passait dans la profession, et les écoles professionnelles se chargeant de la formation de base, il n'y avait plus besoin d'avoir dans la revue toutes ces notions. On pouvait se tourner davantage vers l'art typographique. Donc on a commencé à faire plus de... Voilà, vous avez les deux là. Tu as passé les deux là. Voilà.
Donc on voit un peu plus d'illustrations, mais c'est pas encore ça. En tout cas, c'était un premier début sur une certaine liberté par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire simplement, je vais vous montrer dans le truc suivant, la différence qu'il y a et la progression qu'il y a eu. Donc les statuts de l'association ont changé et donc on est parti sur les mêmes bases de défense de la typographie sous toutes ses formes et de la défense de la langue française. Depuis le début, c'était le leitmotiv qu'on avait adopté. Donc là, il n'y avait plus de publicité comme dans l'ancienne revue. Donc on était libre de faire ce qu'on voulait sur nos pages. Donc la première équipe qui s'est occupée de fabriquer Graphé a commencé à travailler sur vraiment Tu passes au suivant là. On est sur celle-là. C'est là. Ouais. Bon, c'est bon. Alors, si vous voyez sur la page, sur la ligne du haut, c'est ce qu'il y avait. Il y avait pratiquement que du texte. Ensuite, dans les numéros suivants, ça commençait à venir un petit peu d'illustration. Puis, à partir du numéro 30, là, apparaissent les couvertures illustrées. Et à partir de là, on a demandé aux graphistes de se lâcher, de créer. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à trouver l'état d'esprit actuel de Graphé. Petit à petit, on a pris les adhérents de l'association ont pris goût à ça. Et donc à l'époque, là, la pagination pouvait évoluer entre 16 et 24 pages. On était loin des 4 pages du début, mais ce n'était pas encore bien établi. Et donc là, on peut passer sur les nouveautés. Alors, là, on commence à avoir de la diversité dans les couvertures. Donc, ça attirait l'œil et ça permettait effectivement puisqu'on avait quand même un public qui était quand même partisan de la typographie. Ils étaient beaucoup du métier. Il y avait encore beaucoup de travail au plomb à l'époque. Donc, il y avait encore beaucoup de typographes. Ça pouvait circuler dans les entreprises. Et il y avait quand même... on est arrivé jusqu'à 4 à 500 adhérents. Et puis, bon, je l'expliquerai plus tard parce que le Covid est passé par là. Donc, l'équipe de départ, si l'on peut les appeler, donc ça, c'est l'équipe de départ, là. Donc, si on peut les appeler comme ça, ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, participants aux rencontres de Lure. Ils ont fait une rétrospective dans le numéro 52, un numéro double. Et puis, ils nous ont demandé de faire un numéro double. Et puis, après le numéro 53, ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient. Alors, donc, il a fallu former une nouvelle équipe. Et donc là, il y a les deux numéros, leurs deux derniers numéros. Il a fallu rapidement former une nouvelle équipe. Heureusement, les auteurs sont restés dans l'ensemble. Les nouveaux membres du comité de rédaction ont dû prendre le fil rapidement. Et finalement, aujourd'hui, dans le numéro 100, on a fait une rétrospective identique, copiée sur celle du numéro 52. Pour permettre aux adhérents de savoir sur les 50 numéros précédents environ tout ce qui s'est passé et qui a écrit et quoi. Alors, les relations des uns et des autres, les contacts avec les bibliothèques spécialisées, les musées, la Bibliothèque nationale, ils sont devenus nos partenaires, plus ou moins souvent selon les cas. Hein. Nous recevons des articles par divers canaux, des professionnels du livre, des dessinateurs de caractères, des universitaires, des chercheurs, ainsi que des lecteurs qui nous envoient quelquefois des articles. Donc, si les sujets tombent dans nos projets éditoriaux,
on les passe volontiers. Et nos graphistes, de plus en plus, à partir des thèmes, font des recherches pour que la mise en page soit en connivence avec les sujets exposés. Donc là, vous avez, si tu peux passer là, si vous avez là, Jacques André, très, très connu dans la profession scientifique et universitaire, nous a fait un énième article sur la feuillardine, puisqu'il a découvert le secret de la feuillardine. Et à droite, là, on a la couverture du numéro sur un livre d'apprentissage pour les typographes. C'est écrit dans un français assez fleuri, c'est extraordinaire. C'est incroyable de voir ça, comment s'adresse l'auteur aux jeunes typographes. C'est assez amusant. Et alors, le bouleversement technologique nous a permis d'avoir un plus grand choix de sujets, parce que avec le plomb, c'était un peu restreint. L'histoire de la typographie, justement, avec ce manuel d'apprentissage de 1835, les innovations, on les a traitées, l'intelligence artificielle, l'écriture inclusive, qui est aujourd'hui un sujet dans l'air, des sujets inattendus, l'immatriculation des bateaux bretons sculptés par les pêcheurs, c'est extraordinaire aussi. D'ailleurs, l'article, l'auteur l'a fait paraître dans une revue anglaise. On fait des comptes rendus de visite, des articles sur les langues anciennes, ce qui se faisait déjà avec l'ancienne équipe, des interviews des professionnels, des créateurs de caractères, etc. Alors, notre petite équipe travaille collectivement. Actuellement, le conseil d'administration comporte 11 personnes. Nous fonctionnons en association solidaire, à savoir que seulement 2 personnes sont chargées de gérer l'association, le secrétaire général, dont je suis, et le trésorier. Les décisions se prennent collectivement et chaque membre est habilité à remplir des fonctions au nom du conseil. Les tâches sont ainsi théoriquement partagées. La moyenne d'âge du conseil d'administration, malheureusement, est devenue assez élevée et nous souhaiterions voir quelques arrivées en renfort qui seraient bienvenues. Le comité de rédaction est composé de 5 personnes, donc je vais les citer parce qu'ils le méritent. Patrick Bidot, Laura Léotard-Chausson, Alain Poulet, Hervé Tissot et moi-même. Nous communiquons par les moyens informatiques, ce qui est plus pratique aujourd'hui, et nous nous rencontrons de temps en temps pour faire le point. L'association fonctionne uniquement avec des bénévoles. Donc là, je vais passer un certain nombre de couvertures pour vous montrer la diversité qu'il y a. Tu reconnais celle-là. Oui. Alors, quant aux auteurs, toujours, il y a des habitudes qui sont plus ou moins régulièrement, nous envoient des articles. Pour nous, la mise en page est primordiale. Nous privilégions les blancs. Vous voyez que c'est pas trop serré, c'est très lisible. C'est difficile de trouver un équilibre parce que nous sommes limités à 16 pages. Nous tenons à 16 pages constamment. Il y a 4 numéros par an. Nous avons toujours eu des correcteurs de haut niveau, d'ailleurs. On est assez intransigeant là-dessus. Vous savez quelque chose. Nous avons établi une charte propre à la revue, une charte de maison, afin que les lecteurs ne soient pas déroutés par des changements permanents. Alors, nous avons un site internet qui s'appelle typo-graph avec un e.com. Et on peut s'abonner, commander des numéros. Vous pouvez consulter la totalité des couvertures. On a quelques numéros qui sont épuisés parmi les premiers, donc on va essayer de faire de la réimpression. Nous sommes présents dans certaines manifestations touchant au livre, les puces typo, les puces de l'ILU, où passent à peu près 5000 personnes pendant le week-end. Ça se passera cette année le 7 et 8 décembre à la porte de Bagnolet.
Et on peut, là, on peut acheter aussi des revues, s'abonner, discuter. Nous, on rencontre des lecteurs, des gens qui nous font part de leurs idées sur ce qu'ils ont pu lire, etc. Nous font des propositions de sujets. Enfin, c'est intéressant. Nous nous déplaçons aussi dans des écoles afin de rencontrer des étudiants. Bon, ça c'est un peu difficile parce que les jeunes là sont souvent intimidés. Et, bon, c'est souvent des filles maintenant hein, qui font de l'art et elles osent pas trop. Mais enfin bon, on les pousse un petit peu, mais moi je trouve que c'est une bonne expérience parce que ça les aide aussi de pouvoir s'exprimer. Alors, nos articles sont volontairement très différents d'un numéro à l'autre. Oui, on refait quelquefois des sujets sous un angle différent, quoi. Par exemple, le cabinet des Poinçons de l'Imprimerie nationale, on en a fait plusieurs. On a même passé une journée là-bas dans le truc. Le cabinet des estampes et tout ça, oui, on a vu les buis en bois, les buis du Régent, etc., qui est unique au monde. Hein. Les Chinois, ils viennent là hein, pour faire leurs études. C'est énorme, hein. C'est avec un dictionnaire qui est grand comme ça, quoi. Et c'est extraordinaire. Hein. Mais bon, c'est difficile à y rentrer parce qu'il faut montrer patte blanche parce qu'ils font des imprimés un peu spéciaux. Bon, nous avons actuellement 4 graphistes qui travaillent chacun sur un numéro. Nous avons la chance d'avoir eu depuis le début des professionnels talentueux, vous pouvez en juger, hein, et motivés. Il faut aussi s'occuper de l'envoi des revues, donc là, un peu dans la partie un peu difficile, enfin à assumer, c'est-à-dire faut envoyer les numéros aux abonnés, il faut envoyer les numéros commandés sur le site. Alors bon, et puis tout ça, ça représente un budget assez lourd parce que la poste, ça devient de plus en plus cher. Aujourd'hui, l'expédition des revues, ça coûte à peu près un quart du coût de la revue. Hein. L'imprimerie est moins chère pratiquement. Hein. Ça représente un budget lourd. Et alors avec le Covid, là, on a perdu beaucoup d'étudiants, même s'ils ont un abonnement à 20 € par an. Hein, c'est pas la mort, mais 20 € pour un étudiant, c'est quand même ça compte, quoi. Et en plus, bon, il faut s'occuper du stockage hein, parce qu'on a quand même des numéros qui nous restent non vendus. Il faut être disponible au moment du tirage, parce qu'on passe à l'imprimerie, on vérifie le traceur, on veille à ce qu'il n'y ait pas trop de gâches de papier. Nous tirons la revue sur un papier superbe, comme vous pouvez le voir, depuis à peu près le numéro 15 environ. Hein. Avant, c'était un papier un peu plus ordinaire. Et depuis que Arctic Paper nous fournit ce papier, là, et plus la couleur de l'encre qui est tout à fait typique. Et donc, on reconnaît notre revue partout où elle est montrée, quoi. D'autre part, l'impression coûte cher, je l'ai dit. Et, là, nous, on a la chance d'avoir des imprimeurs extrêmement formés et qui sont absolument gentils. Et on est toujours bien reçus à l'imprimerie. On croirait qu'on est un gros client et en fait, on arrive, on est coincé entre des tirages de 300 000 et nous, en 2 heures, on a fini, quoi. Ils ont des machines maintenant qui tirent à 20 000 feuilles à l'heure. Alors c'est éblouissant, quoi. C'est incroyable. Donc, on va laisser sur ce dernier-là. Alors, depuis le numéro 1, les comités de rédaction ont été animés par de très bons professionnels. Nous pouvons les remercier pour leur engagement dans l'association et le temps consacré à la revue, ainsi que les auteurs,
qui sont quand même aussi sollicités. Hein. La chose remarquable est que tout ce petit monde travaille gratuitement et donne le meilleur pour faire cette belle revue, y compris à l'imprimerie et les fournisseurs de papier, parce qu'ils sont toujours disponibles et ils sont jamais fâchés, quoi. C'est bien, on est très content parce qu'on est souvent en retard, il faut dire. Hein. Nous sommes fiers de notre revue, surtout que nous sommes parmi les derniers à faire une revue sur la typographie en français. Et il y a très peu, maintenant il y en a très peu. Et nous essayons de tenir haut la qualité de tout ce travail fait en commun et aussi en mémoire de tous les anciens qu'on a connus. Moi j'en ai connu quand même beaucoup de l'ancienne version et qui étaient vraiment comment on dit, des savants, quoi. Hein. C'était agréable d'apprendre la typographie avec des gens aussi lettrés, quoi. C'était un passe-temps formidable, quoi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est pour ça que je l'exprime dans Graphé. Voilà. On s'arrête là. Alors, je voudrais juste rajouter un petit mot là, parce qu'il y a parmi ceux qui ont fait le travail artistique, c'est des noms qui vont peut-être pas vous parler, certains sûrement. Il y a eu Alain Joly, Hervé Tissot, actuellement encore, François Veil, qui était là depuis le début et qui maintenant est âgé, il a arrêté, Franck Jalot, qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Hein. Il y a Adeline Goyer, hein, Laura Léotard-Chausson, elle y est actuellement, elle fait des couvertures remarquables, Romain Boucher, et il y a eu Laetitia, j'ai perdu Laetitia, je sais plus. Bon. Laetitia Coste et Aurélien Buffet. Ils sont partis vers d'autres. Ils ont travaillé avec nous pendant plusieurs années, mais ils ont laissé la place aux nouveaux. Et on voit que la continuité fonctionne. Et on est content parce que, enfin, on est surtout content quand on rencontre les gens dans les expositions et tout ça, et où on voit des gens heureux, quoi. Alors, en plus, il faut faire attention parce que tout le monde feuillette autour de nous là, mais bon, on n'a pas de vol non plus. Hein, les gens sont sympas. Voilà, donc ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, on verra après, peut-être. Hein. Oui, peut-être après. On verra après. Hein. Voilà, donc. J'ai fait un peu plus court, peut-être, non? Non, ouais, un petit peu plus court, c'est bien. Ah, oui. Peut-être poser la question du nombre de... C'est pour ça que je voulais avoir parler... Moi, je voulais te poser la question, avant d'enchaîner, sur le nombre de tirages actuels, Claude. Combien de tirages actuellement? 1000. 1000, ok. On tire 1000, mais bon, je l'ai dit, on en expédie 250. Mais bon, aujourd'hui, à cause du Covid, on a quand même du mal à remonter la pente parce que. Mais depuis qu'on fréquente quand même les puces là et tout ça, bon, ça revient un peu. Mais bon, c'est vrai que les étudiants, ils comptent leurs sous, quoi. Donc, c'est surtout vers eux qu'on va parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de les attirer vers la recherche. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais nos metteurs en page, là, ils travaillent énormément sur les sujets hein, qui sont pas toujours c'est pas toujours eux qui les écrivent. Et ils vont vraiment fouiller pour pouvoir faire vivre le sujet, quoi. C'est ça qui nous intéresse hein, aujourd'hui. Et c'est peut-être un petit peu différent de ce qui se faisait avant, parce que bon, les premières couvertures que vous avez vues par l'ancienne équipe, il n'y avait pas toujours un rapport avec le sujet. Et tandis que là, nous, en général, c'est comme ça. Alors, ce qu'on voit sur l'écran, là, c'est le signe de l'imprimeur du roi. Et on l'a trouvé dans un seul livre, on l'a cherché pendant des semaines. Et on a trouvé un seul exemplaire dans une thèse. Je ne sais pas où le gars l'avait trouvé, mais toujours est-il qu'on voulait absolument le mettre et on n'arrivait pas à le trouver. Donc c'est Robert Estienne qui avait dessiné ça. Voilà, donc la typographie, c'est une longue histoire aussi. Hein.
Merci Claude. C'est pas un exercice facile que de faire l'exercice de la conférence. Donc on va maintenant s'atteler à vous présenter aussi le numéro 104 dans lequel on va parler de l'identité de la fête des imprimeurs et du caractère Johannes. Et pour juste expliquer un peu le lien aussi, justement, on a rencontré Claude donc à la conférence qu'on avait fait à Estienne, justement sur le cadre effectivement déjà de la fête des imprimeurs, grâce notamment donc à Dalim Software et à la CCFI et à l'Espace européen Gutenberg, qui nous avait permis de parler déjà de ce sujet. Voilà. Et je vais laisser Laurent prendre la parole sur la mise en page. Merci Marielle. Oui, alors quand on a rencontré Claude et qu'il nous a dit que ça pourrait être intéressant au départ d'écrire un article qui s'est transformé en un numéro spécial, c'était on était très très honorés, surtout que moi Graphé, je connais la revue et j'en suis lecteur, même si j'ai pas lu tous les numéros à regret, mais depuis un certain nombre d'années. Donc on va faire un bref état des lieux un petit peu du chemin de fer qu'on a mis en place. Alors tu l'as dit Claude, la revue elle est contrainte par 16 pages. Avec une couverture qui donc est laissée libre aux expérimentations graphiques en tout genre, et puis une quatrième de couverture qui est plutôt destinée à un agenda culturel et puis à l'ours. Nous, le parti pris qu'on a eu, vu qu'on avait déjà un petit peu la matière en tête de savoir ce qu'on allait dire sur la fête des imprimeurs, à savoir l'histoire de la fête des imprimeurs et puis ensuite la conception de l'identité jusqu'à la présentation de l'affiche de la fête de 2024. Ça, c'était un petit peu notre fil rouge, la voie principale en fait du numéro. C'est celle qui allait occuper, c'est l'article qui allait occuper le plus de place. Et puis deux voies secondaires qu'on a décidé pour rythmer un petit peu ce numéro qui allait s'intercaler justement dans le fil rouge. Une première voie qui parlerait de la typographie Johannes, donc un article qui m'incombait, et celle qui est rentrée un petit peu dans le détail de la conception via l'intelligence artificielle et de l'animation de certains éléments graphiques. Donc ça, c'est la voie qui incombait à Vincent. Et donc on avait comme ça une voie principale que Marielle a gérée en grande partie, et puis ces deux voies secondaires à l'intérieur de ce numéro, et puis une conclusion, ouverture, qu'on a un petit peu pensé, que tu as rédigé, mais qu'on avait un petit peu pensé tous les trois. Voilà. Donc voilà comment on a réparti un petit peu le contenu sur ce numéro-là, pour avoir aussi pas quelque chose de trop linéaire, mais quelque chose aussi qui puisse être un petit peu dynamique dans la lecture. Pour gérer ces deux voies, on a choisi deux typographies, deux familles typographiques. La première, le col vert latin de typographie.fr, qui est une typographie de labeur avec un œil suffisamment gros, une chasse relativement faible qui permet le bon compromis de composer pas mal de textes dans peu d'espace et avec un gris typographique assez clair pour avoir une compo assez aérée. On avait fait le test avec les typographies que Marielle vous présentera par la suite, qui étaient les typographies de la fête des imprimeurs. Ça fonctionnait moins. On allait avoir pas mal de textes, on le savait. On avait de la matière et 16 pages, c'est court. Donc et on en a enlevé pas mal aussi. Pourtant, on en a enlevé pas mal, mais donc il nous fallait quelque chose qui est à la fois qui permette cette densité de contenu, mais qui soit quand même suffisamment léger à l'œil pour éviter d'avoir une composition qui est trop noire et trop pleine. Et puis donc une seconde famille typographique, l'Auto Pro de chez Underwear, une sans sérif, voilà, histoire de compenser un petit peu et d'avoir un contraste entre les deux familles, qui est une sans sérif un peu humaniste,
Je voulais trouver une typographie avec des proportions qui soient aussi un peu proches de celles du Colvert, parce que l'idée c'était aussi de pouvoir la composer en labeur, et d'ailleurs avec un gris assez proche. Enfin, l'idée c'est d'avoir 2 grilles typographiques assez proches pour les deux familles. Et puis là, l'auto était aussi une famille qui proposait énormément de déclinaisons, en particulier des variantes d'italique, voilà, qui permettaient des jeux graphiques et typographiques assez sympas. Et donc c'est cette famille-là qui a été majoritairement utilisée dans les différents cas dont on parlera par la suite. Au niveau de la mise en page, voilà, un empagement avec des marges ni trop peu ni trop grandes, mais généreuses, histoire d'avoir quand même quelque chose d'aéré au niveau de la mise en page. Une mise en place d'une grille de 5 colonnes, un nombre impair pour avoir une composition un petit peu dynamique, et la possibilité d'avoir 2 colonnes de texte excentrées par rapport à la page. Donc soit en composition symétrique, et on l'a utilisé aussi en composition asymétrique. À ces 5 colonnes pour la voie principale, on a superposé une grille de 4 colonnes pour les voies secondaires, donc pour la présentation du Johannes et du travail sur l'IA et l'animation. Permettait aussi d'avoir une distinction entre les voies dans le numéro. Et à ça, on a ajouté 2 repères horizontaux qui viennent définir une zone d'en-tête et une zone de bas de page max. Voilà. Elle a été utilisée une fois, je crois, au maximum. Donc elle a été utilisée quand même. Donc voilà un petit peu ce que donne une double page du numéro. Vous avez sur la page de gauche la seconde voie, donc c'est la fin de l'article sur le Johannes, et puis sur la page de droite, sur la belle page, une entrée de partie, voilà, sur la fête des imprimeurs. Quand on zoome, on peut voir aussi une autre grille, celle de la grille ligne de base, qui va nous permettre de positionner tous les éléments typographiques et certains éléments visuels également. Ça parlera aux connaisseurs. Et puis, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu la hiérarchie typographique qui a été mise en place sur ce numéro. Donc, un cabochon qui permet de voir qui est l'auteur ou l'autrice de l'article en question. Le titre en auto, le sous-titre en Colvert, des intertitres pour ponctuer les articles, et le texte courant avec en début d'article une lettrine pour le côté traditionnel et voilà. Et puis qu'on retrouve assez régulièrement dans les numéros de Graphé. Je ne l'ai pas précisé, mais on avait posé la question à Laura. Et en fait, chaque numéro revoit sa grille, sa composition, ses typographies. Voilà, revues, corrigées, différentes, voilà, pour animer, pour pas que ça soit plan-plan. Donc tu parlais d'une ligne directrice ou d'une charte tout à l'heure, Claude, mais au final, à part la couleur, les 16 pages, le fait qu'il y ait une couverture, une 4e de couve, finalement c'est assez libre comme façon de faire. On n'a pas, voilà, en toute liberté, on n'a pas pris le choix d'aller à l'encontre d'une charte de Graphé. Non, on a suivi justement cette possibilité-là. Ouais. Bon, on l'a fait. Et ouais. Et puis donc un niveau de glose qui lui-même comprend titre, etc. Et texte. Et puis sur les voies secondaires, le texte courant et puis les notes de bas de page également composées en auto avec avec la variante 2 de l'italique de l'auto, et puis parfois dans les textes la variante 1 pour quand il y avait des besoins d'être sage ou des besoins quand il y avait des acronymes ou des choses tout en capital. C'était préférable de prendre la version italique un peu sage.
Et puis pour la pagination, là, voilà, on s'est lâché, comme tu l'as dit, Claude. Et pour faire référence à ce que vous présentera Marielle tout à l'heure sur l'affiche de la fête des imprimeurs, le foliotage qui est composé à la verticale en Johannes. Quelle belle transition. Ouais, parce que Claude, tu le disais, hein, dans l'équipe de Graphé, il y a des spécialistes, des éminents correcteurs typographiques. Et on remercie d'ailleurs tous nos relecteurs et correcteurs, et en particulier Philippe qui à son premier envoi m'a fait un peu bondir, moi qui pensais avoir corrigé convenablement mon texte. Voilà, bon, c'était une des corrections de Philippe. Et donc voilà, plusieurs reprises et je tiens à dire avec quand même beaucoup de pédagogie, il a corrigé nos maquettes successives avec ses annotations typographiques de rigueur, bien évidemment. Et quand je dis avec beaucoup de pédagogie, c'est que on a appris aussi énormément de choses justement sur ces corrections. Donc c'était un plaisir aussi de se voir corriger notre travail. Maintenant, on va vous présenter un peu le contenu de la revue. Donc, on va vous montrer un petit peu effectivement les parties, vous expliquer aussi le travail de l'identité et aussi montrer des choses en couleur qu'on n'a pas pu faire aussi dans le numéro de Graphé puisque c'est une contrainte. Oui. Et oui, non, c'est vrai, mais c'est un bon exercice. Et donc, peut-être commencer simplement. Ouais, c'est ça. Avec l'espace européen Gutenberg, donc là j'ai mis 2004-2024 effectivement parce que donc la fête des imprimeurs se déroule en 2024. L'espace européen Gutenberg, donc c'est une association qui depuis 20 ans justement en fait conserve un patrimoine autour des techniques de l'imprimerie, fait une valorisation aussi des métiers de l'imprimerie, fait aussi de la sauvegarde de machines mais aussi de ressources et de savoir-faire et a vocation à justement à créer donc un pôle autour de ces métiers-là et passe par des initiatives donc grand public comme la fête des imprimeurs puisque là on est dans la 5e fête des imprimeurs en 2024 de manière à pouvoir rendre tout ça accessible aussi au grand public et à se faire connaître jusqu'à ce qu'il y ait la création de ce lieu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'espace européen Gutenberg fait partie d'un consortium de 11 entités qui répond à un pôle un appel à projet de l'État et qui justement en fait attend la réponse au printemps 2026 pour savoir si effectivement à Strasbourg nous verrons voir en fait naître un pôle territorial des industries culturelles et créatives. Donc c'est vraiment pour dire que l'association porte aussi l'imprimerie et les arts graphiques au-delà en fait de la fête des imprimeurs et de ces éléments-là. Alors pourquoi la fête des imprimeurs ? Parce que c'est une manière de valoriser et de fêter ensemble tous les métiers qui sont liés de près ou de loin à l'imprimerie, aux livres, aux arts graphiques. Et donc là, vous avez donc une image donc de Emil Schweitzer, qui est un artiste alsacien, qui là représente la fête de Gutenberg en 1840. Et c'est pour dire que cette fête des imprimeurs, elle s'inscrit dans une longue tradition. C'est quelque chose qui, on voit des premiers prémices du fait de vouloir fêter l'invention donc du process d'impression par Gutenberg dès 1440 par Hans Luft. Et on voit qu'au fur et à mesure, il y a la volonté que ça soit porté par la ville ou porté aussi par les ateliers d'imprimeurs de célébrer en fait ces métiers-là. Ça va s'arrêter notamment aussi à cause des guerres. Donc, on arrête de voir des fêtes autour de ces métiers. Et en 1992, il y a le syndicat patronal donc des industries graphiques qui réveille la première fois cette tradition du festival Gutenberg à l'époque. Et puis, l'espace européen Gutenberg, en 2013, fait sa première fête, sa première édition, jusqu'à faire ces 5 éditions en 2024.
Donc c'est pas simplement une fête en tant que telle, c'est aussi la continuité de la célébration de la Révolution qui est impulsée par Gutenberg. C'est une question de mémoire, c'est une question de transmission, mais il y a aussi dedans toujours l'innovation et le fait aussi d'appartenir à des communautés. Donc là, vous avez 2 exemples d'affiches, en 2016 et en 2018. Donc déjà, ça donne des prémices aussi un petit peu de ce qu'est la communication de la fête des imprimeurs, avec un format donc impulsé par Bettina Müller, qui, on verra après, contraint aussi pas mal la mise en page. Et nous avons, donc là, vous voyez, en 2018, donc l'élément visuel qui a été utilisé pour la communication, mais c'est aussi l'année Gutenberg, qui est labellisée justement année européenne du patrimoine culturel. Donc en 2024, on a une autre labellisation qui est Capitale mondiale du livre. Donc le projet de la fête des imprimeurs s'inscrit dans quelque chose qui est aussi beaucoup plus général que la fête des imprimeurs, s'inscrit aussi dans vraiment cette volonté d'un patrimoine en fait qui s'ouvre auprès du grand public. Je veux bien une petite rotation d'écran. Merci. Donc dans le cadre de l'année Gutenberg, il y a ces éléments qui ont été déclinés, on le disait, c'est pour le 550e de la mort de Gutenberg que cette communication a été pensée. Et donc on est sollicité donc en 2024 par l'espace européen Gutenberg qui pour faire la communication de l'événement de la fête des imprimeurs, donc avec une filiation qui s'inscrit donc dans une filiation qui est assez riche avec pas mal de choses qui ont été pensées déjà en amont. Et c'est l'occasion pour nous de s'emparer aussi du caractère qui va vous être présenté par Laurent juste après, le Johannes, qui vient d'être dessiné pour l'espace européen Gutenberg et qui va être un élément structurant de l'identité dont on va s'emparer avec beaucoup de plaisir. Et en plus, on va avoir l'occasion d'avoir le dessinateur de caractère sous la main pour faire des ajustements. Donc dont on va reparler après. Voilà, donc c'est de nouveaux éléments et donc on va mettre en scène ce caractère dans la communication de l'événement. Et Laurent, c'est à toi. Merci. Je mets mon petit timer pour pas déborder. Ouais, 15, Et alors le caractère, Johannes, au départ, il naît d'une demande de François Moisette qui travaillait sur une des brochures de l'espace européen Gutenberg pour qu'on travaille ensemble sur un titrage, voilà, sur un lettrage en tout cas pour cette brochure-là. Et pour dessiner ce lettrage, j'étais intéressé par des formes qui se trouvent sur le catholicon que l'on attribue à Gutenberg et dont j'ai découvert l'existence dans le livre Gothico Antiqua de Jérôme Knebusch, qui est paru en 2019 aux éditions de la NRT. Alors, le catholicon, juste, c'est un petit dictionnaire latin, enfin petit, c'est un dictionnaire latin qui a été écrit en 1286 et ça fait partie des premiers imprimés voilà, en 1460, dont on peut amener de l'attribution, on peut attribuer certains exemplaires à Gutenberg lui-même. Et au-delà du fait que Gutenberg a pu imprimer ce catholicon, ce que j'ai trouvé intéressant sur ces formes, c'est qu'elles étaient un petit peu altérées. Et qu'elle laissait voilà des espaces vides, des formes assez graphiques et c'est ça qui m'a poussé en fait à dessiner quelque chose, alors non pas à faire un revival ou à dessiner scrupuleusement à l'identique le caractère, mais la volonté de chercher justement le défaut, la rupture, le manque, l'absence dans les caractères. Donc ça a demandé quand même pas mal de tests, pas mal d'essais pour qu'à la fois l'œil puisse refermer les formes qui étaient ouvertes, les comprendre, et puis aussi que les signes restent suffisamment stables, voilà, pour qu'ils puissent être composés les uns côté des autres.
Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans l'exemple, quand on y regarde de plus près, c'est un certain nombre de ligatures dont on n'a pas l'habitude de rencontrer habituellement. On a l'habitude de rencontrer des ligatures avec des F, des ligatures peut-être TU, des choses comme ça. Mais là, il y avait des ligatures qui étaient assez particulières, justement en jouant à la fois sur des manques, des absences, des creux, ou au contraire des liaisons qui se faisaient relativement naturellement, j'imagine, par une recopie de gestes calligraphiques. Ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Alors, j'en avais absolument pas besoin ou pas trop pour le titrage demandé par François pour l'EEG, mais c'est quasiment ça que j'ai fait en premier. J'ai dessiné énormément de ces ligatures-là parce que c'était assez fabuleux et ça fonctionnait très très bien. Et c'est à partir de là, une fois que le projet a eu une autre ampleur, une fois qu'on a décidé avec l'Espace européen Gutenberg d'aller plus loin que ce lettrage et de développer une typographie entière, que la casse fut complétée. Avec les caractères de base et leur version accentuée, puis quelques caractères, bien sûr, de ponctuation. Et au niveau des formes capitales, alors là, je me suis vraiment écarté de toute référence historique. Mais on avait travaillé préalablement avec l'association dans un but pédagogique sur des tampons typographiques. Et j'avais ces formes un petit peu en tête et sous la main. Et donc, j'ai repris ces formes-là, je les ai adaptées pour pas qu'elles soient... pas qu'elles aient une chasse constante, pour que elles aient des proportions aussi un petit peu différentes. Et voilà. Et je les ai intégrées dans le Johannes, même si structurellement, elles sont beaucoup plus géométriques et beaucoup moins rondes que les bas de casse. Donc c'est un caractère qui avait la volonté dès le départ d'être un caractère de titrage, mais moi j'aime bien le composer un petit peu comme ça en texte, en gros corps. Je trouve qu'il présente une vibration assez particulière. Alors ça n'imite pas le document de référence, mais voilà, il y a des grilles, il y a un gris, je trouve, et de vibrations qui ressortent un peu de la même manière. Donc voilà, le Johannes composé. Au niveau de son évolution, à partir de là, il y a eu plusieurs choses. Alors cette évolution-là, faut pas me demander exactement pourquoi, mais j'avais envie de la faire. Parce que voilà, en me réappuyant sur certains textes, sur certaines ressources, certaines références, j'ai vu qu'il y avait quand même assez régulièrement des abréviations et ces signes très très surprenants aussi dans leur composition, dans leur dessin, et donc j'ai eu envie de les intégrer aussi à la case du Johannes. Donc voilà, ça sert à pas grand chose, mais c'est très beau. Et donc voilà, et c'est fait scrupuleusement dans les règles, avec les codes Unicode. J'ai été rechercher tout ça bien. Donc voilà, si un jour il y a un besoin de comment on dit, de reproduire un texte voilà, en Johannes, un texte ancien avec toutes ces abréviations latines, c'est tout à fait possible. Puis ça permet de rendre hommage un petit peu au document source et de rester sur un objet typographique un peu pédagogique. Quelque chose qui, par contre, dans le développement du Johannes, a été beaucoup plus utile à Vincent et Marielle, c'est une série de vignettes typographiques qui vont des simples flèches à des éléments autour, bien évidemment, du livre. Espace européen, Gutenberg oblige, mais donc un livre fermé, un livre ouvert, et puis des choses qui sont voilà, un caractère mobile aussi, vous voyez ici, et puis des choses qui sont très alsaciennes, voilà, bretzel et tête de houblon. Voilà, c'est une tête de houblon, bien sûr. Et non mais on m'a fait la remarque, donc c'est bien une tête de houblon, et puis une série de doigts, dont des pouces aussi, parce que voilà, on était en 2024, donc des cœurs,
des cœurs fleuris et puis des feuilles aldines ou feuilles de vigne. Voilà. La boucle est bouclée. Et puis cette presse typographique de Gutenberg que vous retrouvez en couverture du numéro 104. Et l'article justement du numéro 104 finit sur ce portrait de Gutenberg, où là c'est pareil, c'est une forme de vignette, entre vignette, portrait, illustration de Gutenberg, qui a commencé en testant un petit peu des IA génératives et finalement en se poursuivant beaucoup à la main sur une version positive et une version négative de cette tête, avec des formes caractéristiques qu'on retrouve dans les bas de casse. Voilà pour présentation succincte du Johannes. Oui, j'ai été succinct. Mais je pourrais répondre à d'autres de vos questions si vous en avez, bien sûr. Voilà, je vais laisser la parole à Marielle pour la présentation maintenant de la naissance de l'identité justement de cette fête des imprimeurs 2024. Merci. Donc en fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est effectivement donc la sollicitation de l'espace européen Gutenberg pour l'identité de la fête des imprimeurs, qu'on appelle aussi FDI. Et on a effectivement donc une partie du contrat donc avec l'espace européen Gutenberg avec un certain nombre de contraintes. Ça fait partie du cahier des charges qu'on va devoir respecter parce que ça reste un outil de communication, mais aussi une belle carte blanche pour pouvoir aussi proposer quelque chose qui soit aussi en lien avec nos affinités, nos intentions. Et aussi notre atelier qui est aussi un mélange donc d'artisanat d'art et de numérique qui va venir nourrir aussi notre façon de concevoir l'identité de la fête des imprimeurs. J'ai un micro. Ah, pardon. Au niveau des éléments de contrainte, évidemment, il y a l'apparition du nom Fête des imprimeurs, donc abrégé communément en FDI. On aime bien les abréviations à l'espace européen Gutenberg, dit EEG. Donc EEG, FDI, voilà, donc la fête des imprimeurs. On a également une autre contrainte qui est la mise contrainte entre guillemets. En tout cas, c'est des éléments, des briques, on va dire élémentaires, quoi. Donc ça, c'est un ornement typographique qui a été dessiné par Loïc Sander en 2013, vraisemblablement par là. Je crois que c'est ça la date, ouais. Voilà, donc il y a ce symbole-là qui représente aussi la fête des imprimeurs en tant que telle, avec cette historique. Ça a été mentionné aussi un petit peu tout à l'heure, il y a la contrainte du format de l'affiche programme, qui est un assemblage d'un quadrillage de 3x3, d'une œuf chère à Bettina qui est dans cette salle, qui amène un format très vertical qui a été à la fois une contrainte et en même temps une source d'inspiration aussi pour la suite dont on va vous parler après. Ensuite, on a également le Johannes qui vient d'être présenté par Laurent, donc fraîchement dessiné à l'époque, qui a été un terrain de jeu incroyable aussi. Ça nous a vraiment permis de nous amuser avec le caractère. Et puis le dernier élément qui est le logo de l'espace européen Gutenberg, l'avant-dernier élément pardon, qui est le logo de l'espace européen de Gutenberg qu'on a dessiné Marielle et moi en 2017. C'est pareil, il y a la date je crois. Ça doit être ça, ouais, par là. Voilà. Quelque chose comme ça, j'ai un doute. Et puis le dernier élément, c'est que en 2024, c'est aussi les 20 ans de l'association, puisque dans la slide d'ouverture tout à l'heure de présentation de l'association, il y avait écrit 2004-2024, donc c'est aussi l'occasion de célébrer les 20 ans de l'association et donc de le faire apparaître et de le mentionner aussi dans la communication de l'événement. Donc ça faisait pas mal de choses déjà avant de commencer, et il reste un dernier élément et non des moindres, qui est la thématique de l'événement. Donc la thématique de l'événement, dans l'affiliation aussi de thématiques qui ont été faites pour les fêtes des imprimeurs précédentes, par exemple la lumière de Gutenberg à Voltaire, de la lithographie à l'offset aussi, c'était une autre thématique. Et puis donc là, la thématique qui a été décidée pour cette fête 2024, c'est un point c'est tout, écrit donc de la façon suivante, qui en tant que tel pose c'est pareil, un cadre un petit peu et un univers évocatoire qu'on va explorer par la suite.
Au départ, quand on a la thématique, notre première façon d'aborder les sujets, c'est de faire beaucoup de recherches. On va chercher des illustrations, on va chercher dans les livres pour voir du contenu, des définitions. On va aussi voir des conférences, en fait, ou même dans l'atelier, là, par exemple, avec le typomètre qui est à droite. On cherche vraiment tout ce qui peut nous être utile pour nourrir la thématique et voir en fait qu'est-ce qui va émerger un peu de toutes ces recherches qui nous permettent par la suite aussi de pouvoir apporter du sens dans ce qu'on va produire graphiquement. C'est très rarement, voire pas, juste en fait un exercice esthétique. C'est toujours lié en fait à quelque chose qui va raconter et qui va faire une filiation aussi dans le propos. Donc là, par exemple, on va avoir Adrian Frutiger avec le point qui est la plus petite unité graphique. On va avoir les notions de point par rapport aussi au temps, à des illustrations, l'infiniment petit, l'infiniment grand, etc. Ou encore d'autres éléments qui sont liés plutôt à la langue française, comme le point exclarogatif de Martin Spector, qui est américain et qui invente une nouvelle façon de pouvoir affirmer et poser une interrogation en même temps en créant des signes typographiques qui d'ailleurs n'a pas fonctionné, celui-ci n'a pas beaucoup été utilisé. Et avec plein aussi d'éléments d'expression, le point d'attention, faire le point, etc. Ou encore là avec les sciences, avec la géométrie d'Euclide, qui décrit comme ce dont la partie est nulle, qui amène à des choses beaucoup plus abstraites aussi dans notre façon de pouvoir appréhender la thématique. Donc là, quelques recherches avec le Gutenberg en silhouette. On voit commencer à apparaître un petit peu le doigt, la notion aussi de l'œil, faire le point. Donc c'est la netteté aussi par rapport aussi à la focale, etc. Donc c'est tout des choses comme ça qu'on laisse venir jusqu'à pouvoir commencer à articuler nos propos. Il y a une tentation avec la thématique de mettre qu'un seul point aussi, tout court au milieu d'un format. Voilà, ça nous a effleuré l'esprit. Il y a aussi une partie analyse, donc c'est aussi un petit peu de revoir ce qui a été fait et les éléments graphiques. Donc là, je reviens sur 2018 et donc la fête des imprimeurs et la thématique, et de voir qu'effectivement, on a le côté à plat, plutôt vectoriel, plutôt technique, et le côté illustration, plutôt gravure, plutôt référence à du traditionnel, et donc de vouloir garder un petit peu ces éléments-là. Donc il y a des essais, il y a des recherches, donc avec soit des doigts qui sont liés à la typographie en tant que telle, soit à des éléments de gravure qu'on va récupérer. Avec un point c'est tout, comme disait Vincent, on a tendance à vouloir dire à mettre juste un point, et en même temps mettre juste un point, est-ce que ça va pouvoir raconter tout ce que porte l'espace européen Gutenberg, est-ce que ça va pouvoir fédérer? Donc il y a toutes ces questions-là qui sont en permanence en fait en train de se nourrir aussi un petit peu de la réflexion. Pour nous, un élément essentiel, c'est effectivement le point. Il faut que d'une manière ou d'une autre, le point apparaisse. Mais pour pouvoir à un moment donné aussi commencer à articuler ces éléments en même temps de sens et en même temps graphique, il faut qu'on commence aussi à poser des éléments un peu plus concrets, un peu plus tangibles, pour qu'on puisse avancer dans la proposition graphique, notamment donc la typographie, les éléments graphiques, les couleurs aussi. On fait souvent l'exercice en noir et blanc, mais la couleur ramène aussi une contrainte, mais aussi justement du dynamisme, ou en tout cas un élément qui est essentiel aujourd'hui dans la communication. Donc on va commencer justement à poser quelques éléments, et notamment la typographie. Oui, c'est ça. Sur les choix typographiques, donc évidemment, on va utiliser le Johannes. On en a plus que parlé. Donc il y aura certainement des questions aussi à la suite, mais voilà, c'est. Non, c'était pas si long, c'est vrai. Mais par rapport aux autres caractères, voilà, il a été présenté quand même de façon assez approfondie dans la démarche, on va dire, de conception du caractère. Et puis, on va choisir d'associer ce caractère avec deux autres dessins de lettres, donc que sont le Dido.
je sais plus si c'est dans cet ordre-là. Voilà, le Dido, édité par Monotype, et puis l'autre caractère qui est Mrs. Eves, dessiné par Susanna Lico. Donc c'est une réédition du Baskerville sans empattement, emprunté à la campagne de John Baskerville, voilà, dessiné par Susanna Lico, je l'ai déjà dit, et c'est aussi un choix esthétique et symbolique puisque ça permet de questionner sur la place des femmes aussi dans les professions liées au design graphique, à l'imprimerie, au dessin de lettres, etc. Donc il y a aussi cette démarche-là qui va en fait se connecter au reste. En fait, on a la volonté dans ce qu'on va déployer au niveau de la communication de poser des questions et de travailler aussi sur de l'ambiguïté de ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est pas donné immédiatement à comprendre. On va se poser des questions, on va cheminer et puis on va y voir des choses différentes selon les personnes aussi. C'est ce qu'on a essayé de s'attacher à déployer dans cette communication. Je crois que c'est encore un son. C'est toujours moi. Donc sur les sur les briques élémentaires de ce qu'on va commencer à mettre en place, il y a donc un élément qui s'appelle l'iris, qui va venir se connecter au point qu'on va poser au milieu de l'image pour représenter, selon les personnes qui regardent, une spirale. D'autres vont y voir une iris d'œil humain et donc un regard. Il va y avoir des choses liées aussi aux sciences, aux mathématiques, etc. Il va y avoir l'élément index, le doigt qui pointe et qui va pointer donc pas n'importe quoi, mais le fameux point de la thématique, un point c'est tout. Et puis il y a le Gutenberg aussi qui a été cette vignette qui est à mi-chemin entre une vignette et une illustration de Gutenberg qui a été présentée par Laurent précédemment, qui va aussi être un élément structurant qu'on va mettre en scène dans l'affiche, et également la typographie aussi qui va venir être aussi un élément extrêmement important de l'affiche, et ça va donner lieu à un premier essai, une première tentative. C'est Marielle qui va vous en parler. Voilà, donc là on est sur le premier test avec tous les éléments dont on vient de parler, la typographie donc de Laurent avant réajustement, avec donc ce doigt qui pointe effectivement, donc là un point qui n'est plus un point parce que quand on le passe en blanc, finalement ça devient plus un point, ça devient un vide. L'iris donc et la lecture qui se fait traditionnellement donc effectivement de bas vers le haut, mais la mise en page n'est pas très concluante, et puis on est confronté à des problèmes de pli puisque c'est une affiche programme qui se plie et ça tombe pas très bien. Donc en fait voilà, c'est pas très satisfaisant, et en plus cette verticalité qui s'impose par le format fait que la lecture en fait de bas en haut marche pas très bien. Donc c'est donc le fameux, donc vous voyez le quadrillage, hein, donc si vous reportez en fait de l'un à l'autre, on voit que il faut être juste sur la manière de composer, et que chaque morceau doit permettre de voir un contenu qui soit lisible. Donc là, on va commencer à questionner le sens de lecture, le rapport aux signes, le rapport aussi à la typographie donc de Laurent aussi, qui a un aspect très calligraphique, où il y a vraiment ce côté noir, blanc, et puis tout ce qui fonctionne autour, les formes et les contreformes, et aussi à l'interprétation que fait notre cerveau quand il va lire les informations. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant qui commence un petit peu à se mettre en place. Voilà, on va aller chercher aussi des références comme Roland Barthes avec l'Empire des signes, où il s'intéresse vraiment au fait qu'on va dénuer du sens quand on ne reconnaît plus la forme, quand on n'arrive plus à la lire. Et ce questionnement un petit peu de la typographie qui nous entoure, qu'on a l'habitude de lire et dont on fait plus attention, ça nous dit qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir là-dedans, qui va dans cette verticalité et qui nous permet justement de se reconfronter à la notion d'écriture, de typographie, et à tout ce que ça vient impliquer aussi en termes d'histoire. Donc notamment là le Jigji, donc qui est le plus vieil ouvrage imprimé avec des caractères donc en métal, qui remonte à 1377, donc on est avant Gutenberg, donc dans l'actuel à Cheongju, vous m'excuserez pour la prononciation, dans l'actuelle République de Corée, et qui nous fait dire aussi que ça a du sens aussi sur ce qu'on a envie de raconter en fait en termes de propos historiques.
historique, et on fait à chaque fois des allées-venues entre l'histoire, la modernité, comment est-ce que nous on l'interprète aujourd'hui, comment on l'utilise, etc. Et c'est des ping-pong en permanence. Donc là, la FDI, je commence à l'utiliser de façon verticale, je me dis qu'on va tester, sauf que une typographie, quand elle est développée dans une lecture donc horizontale, de gauche à droite. Donc là, je maltraite complètement la typographie de Laurent, je m'en suis excusée à plusieurs reprises, parce que on voit déjà que c'est pas fait pour, les blancs sont pas faits pour, le F est un F qui est très long, donc là, Laurent vous en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on voit que ça fonctionne pas très bien, et donc là j'appelle Laurent et je lui dis au secours, j'ai quelques problématiques. Donc elle m'explique son problème, je refuse bien évidemment, vous en doutez. Je trouve ça inconscient de vouloir modifier le travail d'un designer, voilà. Bon, non, elle me montre, Marielle m'envoie et me montre ce qu'elle a commencé à composer. On en rit beaucoup parce que on interdit à nos étudiants respectifs de composer à la verticale, et donc ça, c'est assez drôle. Et c'est vrai que il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que le F, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tout à l'heure je vous montrais les tampons, et la première version du F, elle n'avait pas de descendante en fait. J'avais rajouté par la suite pour dynamiser, animer un petit peu les capitales. Et donc là, confronté à des besoins de lisibilité et de composition, c'était intéressant de proposer des alternates au F, au I, et puis un petit peu par la suite, je crois que c'est dans un second temps, pour le 2, pour qu'il soit un petit peu plus lisible. Et donc il y a une version du 2 qui s'est fermée pour des raisons de lisibilité. Donc voilà, ça vient compléter encore un petit peu la case du Johannes, qui était plutôt intéressant. On reconnaît aussi, donc là j'aime aussi bien cet élément-là. Je regarde justement tous les glyphes qu'a pu faire Laurent, et notamment celui-ci qui m'intéresse en particulier, parce que dans cette interrogation de verticalité, de ce côté un petit peu justement japonisant aussi, dans la question de la lecture, quand je vois cette presse, je me dis mais on dirait presque un kanji en fait. Donc ça vient complètement. Je me dis est-ce qu'on va aller jusque là? On y est allé, mais ça vient vraiment compléter cette réflexion, et le fait de vouloir aussi un petit peu bousculer la façon dont on utilise aussi ces éléments-là, qui font partie complètement aujourd'hui de ce qu'on peut utiliser dans les communications. Donc là, vous voyez un peu la progression, avant et après les retouches aussi des caractères, et le travail des blancs, et l'insertion aussi du kanji qui va permettre notamment à faire les bons plis. Quand on va avoir la fiche programme, ça permet de trouver justement la bonne bascule sur le pli. Et donc cette verticalité, puis après le travail aussi en horizontal. Et ça permet d'autres jeux, et là notamment aussi avec l'espace européen Gutenberg, qu'on appelle l'EEG, aussi facile, qui se lit bien là de droite à gauche, mais qui impose là de se lire oui, mais ça c'est mon côté typo, ça. De gauche à droite. Et aussi qui apporte parfois d'autres problématiques, qui est que quand on n'a pas les lettres dans le bon sens, on les lit pas, et donc c'est souvent là que se cachent les erreurs. Certains savent. Et donc là, c'est vrai que ça montre à quel point en fait on est aussi on est formaté à la lecture. Voilà, donc ça c'est très très intéressant à questionner. Pour juste terminer aussi sur cet élément, un élément central qui est effectivement cette main ou ce doigt, ou encore cette manicule comme on peut voir ici. Ce qui a été intéressant, c'est de continuer cette filiation dans l'ouvrage, dans les livres, puisque la thématique de l'espace européen Gutenberg pour la fête 2024 aussi, c'était un point c'est tout, parce que ça faisait le lien avec toute la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'on retrouvait la notion du point, le point de trame, le point de Didot, différents points en fait qu'on pouvait retrouver dans différentes techniques, et qui a vraiment été un élément qui a créé du lien parmi les ateliers et parmi les différentes propositions graphiques qui ont pu être faites. Et donc là, je contacte Agathe Bischoff pour lui demander si elle n'a pas une manicule. Donc je la remercie, parce que donc là, c'est la médiathèque de la ville de l'Eurométropole qui nous a permis d'avoir cette bel exemple de manicule.
et qui va nourrir aussi notre réflexion sur la main présente sur l'affiche. Alors moi, je vais vous parler un peu du processus créatif numérique, donc sur la partie de la création de la main. Donc en fait, on va s'inscrire, pareil, comme Marielle l'a évoqué, dans cette filiation de la manicule, dans l'index aussi typographique. C'est des caractères qu'on retrouve dans les fonds typographiques, que ce soit en bois ou en cuivre ou autre. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc en mars 2023, nous avions déjà testé Firefly d'Adobe. Donc là, je vais parler de génération par intelligence artificielle. Donc c'était un petit peu balbutiant, et alors ça l'était déjà un peu moins en 2023, mais les premières fois qu'on a testé, vraiment, c'était un petit peu risible au début. On se disait ça marchera jamais. Les premières illustrations qu'on a tous générées, je pense qu'on se marrait bien, et puis maintenant on se marre un peu moins parce que c'est assez bluffant de voir aux résultats auxquels on arrive et les variations qu'on peut faire dessus, etc. Donc voilà, on teste en 2023 Firefly, on teste Midjourney, et puis bon, en l'occurrence, on a travaillé avec DALL-E pour la génération de cette main. Merci. Donc DALL-E, c'est d'OpenAI aussi, intégré à ChatGPT. Il n'avait pas 2 ans à l'époque, puisqu'il est sorti en novembre 2022. 1 million d'utilisateurs conquis en 5 jours à l'époque. Voilà, en 2024, une accélération énorme avec 350 millions. Et puis aujourd'hui, 900 millions d'utilisateurs. Donc faut visualiser un peu, c'est-à-dire qu'en termes d'impact sur une techno numérique par rapport même aux réseaux sociaux, c'est x10 quoi, sur l'adoption de Facebook par exemple et autres. Et puis ça transforme un petit peu toute la façon de créer dans beaucoup d'industries, à commencer par celle qui nous concerne, qui est la création visuelle, l'industrie des arts graphiques. Et donc on décide aussi d'interroger ça, c'est-à-dire d'interroger la place de la technique, le rapport entre la technique et l'humain, la place qu'on lui laisse, qu'est-ce que ça permet de faire au niveau de l'interrogation sur le sens aussi qu'on donne à l'action de créer, etc. etc. Donc tu peux passer à la slide suivante. Donc ça, c'est des choses dont on parle, vous pourrez lire le développé, parce que là on est un peu contraint par le temps, mais dans Graphé, on parle de cette démarche aussi et des ouvrages de référence de Walter Benjamin sur l'œuvre d'art. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet ouvrage de référence sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, qui permet de faire des copies, donc qui change, qui transforme ça. À l'époque, on parle de la photographie du cinéma et pas du tout évidemment de l'intelligence artificielle, mais là on a changé complètement de paradigme, puisqu'on passe de la copie à la génération originale à la volée. On peut se projeter sur des séries quasiment faites sur mesure pour chaque utilisateur, j'allais dire, de Netflix à terme. Et puis il y a également cet ouvrage aussi de Lev Manovich qui interpelle sur le rôle de l'outil et notamment du logiciel comme devenant un outil central pour l'artiste aussi, un outil premier de l'artiste, et ça transforme aussi la façon de faire de la création que de passer par le numérique pour le faire. Donc voilà, il y a ça qui est au travail, et d'autres choses encore dont je vais vous parler aussi. Et le lien, donc tu peux passer à la slide suivante, le lien avec la manicule, qui donc je vais dérouler un peu le fil, mais la main c'est un peu l'outil de départ qui permet de manipuler, de transformer, de dessiner, de tracer, etc., de fabriquer. Elle devient un signe donc par le biais de la manicule médiévale, qui permet de pointer des passages qui sont intéressants dans des parties d'un ouvrage et d'attirer l'attention. Donc là, ça devient vraiment un signe. Ça change de statut. Ce qui a été étudié par William Sherman comme un instrument de lecture active. Un dialogue donc entre le texte et son lecteur, c'est-à-dire des petites annotations qui permettent de se dire c'est un passage intéressant. J'en ai parlé juste avant aussi, donc tu peux passer la slide suivante sur les index aussi en typographie, qui peuvent être composés joyeusement avec des caractères mobiles par exemple. Et puis après, il y a un glissement vers l'usage du numérique à partir, donc on va dire, du tournant des années 90 et puis ça s'est majoritairement imposé après, plutôt dans les années 2000, avec l'arrivée du smartphone aussi, ce qui peut sembler être il y a une éternité, mais le smartphone c'était en 2007, en tout cas l'iPhone, le premier du nom, c'est 2007, donc c'est à la fois proche et loin maintenant, puisque maintenant c'est complètement installé, et ça amène aussi une autre manière de communiquer, notamment par l'entremise des emojis.
et des emojis, et aussi après par l'entremise des mains dans différentes positions qui permettent de représenter des choses dans une conversation, dans dans un dialogue, dans un échange qu'on peut avoir en fait par l'entremise de l'outil numérique. Et donc c'est notamment étudié et plutôt formulé et réinterprété dans les œuvres d'Alain Damasio, qui parle de ça, qui parle du fait d'avoir des relations par le numérique qui sont désincarnées et qui sortent en fait de la pesanteur un peu du réel pour aller vers des choses. Donc lui, il parle de décor et il parle de raccord, donc d'appeler un raccord, c'est-à-dire d'appeler un retour au corps, à l'incarnation, à la médiation de la réalité, du poids, du toucher, de la sensation, etc., etc. Et donc il y a aussi cette volonté dans la démarche. Enfin, il y a tout ça qui vient être sous-jacent du travail sur la main en fait, qui s'inscrit donc à la fois dans cette filiation typographique et même du manuscrit médiéval, etc., et qui devient également aussi un signe et un symbole de communication contemporaine par l'entremise du numérique, puisque c'est des symboles qu'on utilise toutes et tous dans nos communications quotidiennes pour signifier telle ou telle chose. Donc on voit qu'il y a une bibliothèque qui est assez riche, qui s'est quand même agrandie assez fortement, avec des poignées de main, avec des signes comme ça, avec des cœurs aussi, puisque ça c'est un mème bien connu maintenant de faire des cœurs avec sa main depuis quelques temps. Donc voilà, Alain Damasio au travail, et puis Johanna Drucker aussi, qui souligne la matérialité propre à la main, qui a été et aussi une typographie qui a été notamment utilisée beaucoup par les avant-gardes de Dada au constructivisme, au futurisme, etc., etc. Et donc la manicule cyberpunk, ou plutôt cyborg, elle va prolonger cet héritage entre mémoire de plomb donc et silicium contemporain. Il est question aussi d'interroger la technique, comme je l'ai dit avant. Donc là, on mentionne Bernard Stiegler, qui est malheureusement s'est éteint il y a quelques années, mais qui était vraiment un penseur de tout premier plan de la technique et du rôle central de la technique dans nos sociétés, de la transformation du monde du travail aussi par la technique, de la prolétarisation, dans la lignée de Marx, de la prolétarisation déjà de l'ouvrier dans un premier temps, mais maintenant des professions intermédiaires, voire des professions intellectuelles. Donc là, l'IA est une illustration de ça aussi, c'est-à-dire de la privation finalement de la maîtrise de l'outil de production et du capital aussi, mais ça c'est plus Marc, de la production, et la privation de finalement faire quelque chose en sachant plus vraiment comment ça marche en fait et qu'est-ce qui est à l'œuvre. Et c'est très vrai avec le numérique, puisque qui peut aujourd'hui parler en détail du fonctionnement d'un smartphone avec précision, ne serait-ce que de l'écran par exemple multitouch, technologiquement parlant, la physique mobilisée derrière, etc., c'est compliqué, et de décrire précisément comment fonctionne l'intelligence artificielle également, et comment elle arrive à halluciner des images, comme certains le disent. Voilà, donc il y a vraiment toute cette pas tradition, mais toute cette nouveauté technologique et technique qui est au travail aussi dans cette interrogation, et c'est pour cette raison qu'on décide de travailler avec l'intelligence artificielle pour générer cette main dont je vais parler maintenant, des étapes de création. La première étape, donc, c'est de définir l'intention, une manicule médiévale à réinventer façon cybernétique. Donc ça, c'est la première étape qui permet de générer déjà, qui permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on va demander, puisqu'on prompte avec l'intelligence artificielle, comme vous le savez toutes et tous. Ensuite, on va arriver sur l'étape numéro 2, qui consiste à écrire l'incantation simpliste dans un premier temps en anglais, donc Pointing Head Black and White Style. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement sommaire, ça manque de détails, et du coup ça va forcément générer des choses qui sont assez imprécises, puisqu'il y a besoin avec l'intelligence artificielle de préciser assez fortement ce qu'on veut pour avoir le rendu souhaité, et éventuellement de repasser dessus, de faire des itérations, chose que Laurent tu as expérimenté aussi avec Gutenberg. Puisque voilà, les premières choses qui sortent souvent sont assez peu concluantes. Et puis par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a la capacité de tester plein de choses assez vite. Et ça, c'est quand on sait où on veut aller, c'est vraiment intéressant et stimulant. Donc l'étape numéro 3, lancer la machine et avoir des mains tordues, des doigts mal posés, des silhouettes bancales. C'est un peu exagéré parce que déjà en 2023, c'est déjà moins vrai. On rigolait tous au début d'avoir des mains avec 6 doigts, 7 doigts, etc. Cela dit, récemment, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un escalier. Et en fait, il a aucune logique. Donc voilà, en termes de proportion de marche, pour lui expliquer, pour faire un escalier en colimaçon, etc., c'est une cata parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un escalier dans l'usage qu'on peut en avoir.
C'est ce qui fait un peu la limite de l'exercice. Par contre, pour faire des mains, déjà à l'époque, c'est plutôt intéressant. Et donc, on aboutit à des générations de mains dans tout un tas de directions, voilà, de formes, etc. On est dans du noir et blanc. On est progressivement aussi au fil des itérations, j'injecte Dürer et un style gravure, donc plutôt pareil d'une époque, j'allais dire médiévale, mais c'est un petit peu après. Voilà, pour avoir aussi quelque chose, comme l'expliquait Marielle tout à l'heure, en fait, un lien entre du vectoriel et de l'aplat et des choses qui sont beaucoup plus matiérées et dans quelque chose qui est plus bitmap matriciel. Donc voilà, donc ça c'est l'étape numéro 3. Ensuite, l'étape numéro 4 va consister à formuler beaucoup plus précisément un prompt. Alors à l'époque, maintenant je lui parle plus trop en anglais, mais à l'époque je lui parle en anglais à Dali. Parce que je constate qu'il y a une vraie différence quand même de qualité de rendu. Alors voilà, maintenant il m'arrive de demander aussi à ChatGPT de se briefer lui-même avec un prompt, de générer le prompt qui saura donner le meilleur résultat de génération d'images. Voilà, donc on peut essayer de faire une espèce de mise en abîme comme ça technique, de lui dire brief-toi toi-même pour faire ça et essayer de trouver la meilleure formulation. Bref, toujours est-il que j'aboutis donc à cette espèce de, alors c'est comme ça que je l'ai formulé dans Graphé d'ailleurs, à cette espèce d'incantation en fait, puisque finalement c'est une incantation un peu comme dans Harry Potter et puis qui va générer quelque chose. Et puis parfois on est surpris, donc voilà, il y a ces tests aboutir. Alors là c'est voilà, encore d'autres essais avec cette main qui fait le pont avec la technologie et le numérique, donc différentes versions, voilà, que tu peux passer, Laurent, dans différents styles. Voilà, là on commence à se rapprocher, mais elle est un petit peu trop robotique à mon goût, mais on commence à se rapprocher de la main qui va être la main retenue pour la fiche finale, jusqu'à aboutir à la main finale, donc. Et puis et après le travail d'affinage va commencer, et le travail aussi de gagner en résolution, de nettoyer. J'ai gardé quand même quelques petites imperfections dans les tracés, etc., parce que ça permet aussi de voir un petit peu d'où ça vient et comment ça a été fait. Donc on voit qu'elle n'est pas complètement parfaitement clean quand on la voit en gros plan. Il y a des petites choses qui posent question, mais voilà, par contre anatomiquement parlant, elle est plutôt correcte. Et j'ai choisi dans le prompt aussi d'avoir un costume et une chemise, j'en ai parlé avant, mais la prolétarisation en fait à l'époque plutôt des ouvriers qui passe maintenant avec l'intelligence artificielle dans les professions à responsabilité. Alors il y a même une boîte en Chine qui est pilotée par une IA, par exemple. C'est pas une c'est pas une blague. Voilà, je sais pas où ça ira, mais en tout cas il peut y avoir des décisions qui sont complètement déléguées aux intelligences artificielles jusqu'à carrément piloter sa boîte par IA. Mais en même temps, on délègue tous nos choix en permanence à des IA aussi. Quand on a des listes suggérées de morceaux, de séries à regarder sur Netflix, et j'en passe, et des meilleurs, ce n'est que jamais que déléguer son choix pour mener sa vie, on va dire, à des systèmes informatiques. Voilà, donc l'incarnation, je l'ai dit, et puis cette main cybernétique qui pointe un cercle noir qui va devenir aussi un emblème d'un double questionnement. Jusqu'où laisserons-nous la machine modeler nos gestes, et comment continuer à y inscrire du sens, parce que on est au cœur de quelque chose aussi. Quand on en parle aussi, tu as mentionné les étudiants, Laurent, avant, il y a aussi un autre point essentiel, c'est le plaisir qu'on a à faire de la création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on le délègue et si on le sous-traite, et qu'on a un résultat clé en main, ça gomme complètement le plaisir qu'on a de créer des choses. Donc voilà, il y a tout ça aussi, cette tension qui est interrogée par ce travail. Et je crois que j'ai fait le tour de cette partie. Alors je vais pas trop m'attarder non plus après sur cette partie-là, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner après dans l'utilisation concrète. Donc là, c'est quelques extraits aussi de la charte graphique. Donc on commence à voir qu'on met en place un système, donc justement avec ces fameux doigts, qu'on va tirer des typographies. Ça permet de voir aussi que là il y a plein de doigts différents. La façon dont c'est dessiné généralement correspond aussi un petit peu, on va dire, à l'identité de la typographie. Et on décide aussi de mettre ce doigt donc cybernétique que
qu'une fois entre guillemets dans son genre, c'est-à-dire qu'en fait il est vraiment lui unique. C'est voilà, il y aura tous les autres sont plutôt au trait en aplat et lui a du volume, a de la texture et ça sera le seul à être dans cette configuration là. Et on le voit qu'il est toujours associé ici au point. Voilà. On voit aussi donc la composition donc des glyphes de Johannes, le doigt, le poing, la rosace, donc tout ce vocabulaire qui va permettre d'avoir un terrain de jeu aussi, hein, parce que quand on fait une charte graphique, une identité, après nous on va donner des éléments et ces briques-là vont être utilisées par différentes personnes, différents graphistes, différents utilisateurs, même d'ailleurs a été réutilisé pour les ateliers. Ça vient vraiment un vocabulaire graphique en tant que tel. Donc 24 doigts, hein, on a choisi 24 doigts parce que c'était 2024, dont celle générée en AI, qui était d'ailleurs le seul à être un PSD parce qu'on peut pas l'utiliser autrement. La rosace, donc qui va aussi amener un petit peu de matière dans le fond, on le verra à la fin, mais qui doit être utilisé aussi à 10%, qui nous a aussi posé des problèmes d'impression. Mais ça, on en parlera peut-être dans un autre exercice. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez un petit peu, donc à nouveau les glyphes, à nouveau la série de doigts qui sont après associés au point. Et après une autre notion dont on n'a pas parlé pour l'instant, qui est la couleur, qui est un exercice pour moi compliqué parce que la couleur ça amène vraiment des intentions. Donc là, pour recontextualiser, on est dans cette filiation de sens, on essaie de poser des éléments qui vont avoir une pertinence visuelle, mais aussi un intérêt en fait dans le sens, donc entre esthétique et le côté pensée. Et là, sur les couleurs, ça a été le même exercice, donc quelques recherches. J'ai regardé en 2024 quelle était la couleur Pantone, parce que chaque année Pantone sort une couleur qui est liée aussi à l'année en cours. Et donc là on a cette couleur un peu pêche avec cette définition sur cette couleur qui correspondait bien à l'idée du moment. Puis je me suis dit allez voir 2018. Parce que comme c'était la dernière fête des imprimeurs, et 2018, on est aussi un peu dans cette notion qui m'intéressait bien, sur l'exploration, sur les nouvelles technologies, sur l'intuition, aussi le côté de réflexion aussi un peu spirituelle. Donc je me suis dit c'est très bien, ça participe encore à ce qu'on veut insuffler dans cette communication. Et puis d'autres choses aussi plus liées aussi aux sciences, toujours à revenir aussi à l'histoire, donc aux enluminures. Donc là vous avez par exemple le point chaud et le point froid qui donnent des gammes colorées. Donc le point chaud avec du orange, du jaune, le point froid qui est un point dans l'univers où il y a un vide astral et qui du coup est plutôt représenté par des couleurs avec des tonalités violettes et qui permet de pouvoir mettre en place ces couleurs en aplat et aussi en dégradé. C'est un exercice complexe aussi en impression, hein. Si vous voulez faire des dégradés plus tard, sachez-le, surtout quand on travaille avec des Pantones et qu'on décide aussi de donner, avec lequel on décide de donner des noms pour que ce soit plus facile à appeler. Donc saumon, framboise, myrtille et sauge. Voilà. Donc, quelques éléments qu'on donne aussi d'application dans la charte avec les aplats, un système de carrés aussi, des dégradés qui peuvent être utilisés à côté des aplats, une grille qui permet d'articuler en même temps les éléments type bloc-marque comme les 20 ans de l'EEG, à nouveau les doigts, les dégradés de couleurs et qui viennent ponctuer la mise en page en noir et blanc, mais qui viennent pas saturer complètement l'image. Donc ça c'est quelque chose d'assez subtil dans la communication. Et qui permettent donc à la fin là, donc sur cette présentation là, d'avoir une affiche en chaud, une affiche en froid qui va pouvoir aussi être utilisée de manière différente avec des dégradés qui vont partir du rouge vers l'orange ou du bleu vers le vert.
du Myrtier vers la Sauge, et avec justement, là vous voyez le travail complet du positionnement des différents blocs, de la typographie, de ce doigt qui pointe le point, qui du coup est un point central, avec derrière le travail de l'iris. Et voilà. Et je vais m'arrêter ici parce que je pense qu'on est... Ouais, je pense qu'on arrive... On me dit que ça va. Mais bon, on arrive là juste sur, donc là, sur les déclinaisons. Oui, il reste pas Voilà. grand-chose. Non, Après, on va pouvoir passer aux questions. Donc, juste une petite déclinaison de l'identité aussi par rapport... Alors, on ne l'avait pas fait en print, mais on a pu le faire en numérique et de s'emparer de l'imaginaire offert par le point et d'en profiter pour, dans le point, faire vivre différents éléments iconographiques qui sont évocatoires de choses en lien avec, je le disais, avec des imaginaires, par exemple des paysages, etc. Des choses beaucoup plus en lien avec le pattern et avec la texture, les motifs, la répétition, des choses en lien avec des phénomènes physiques, des choses en lien avec le dessin, comme la trame, par exemple, et le volume. Voilà, donc en fait, ces éléments-là ont été développés pour servir à faire une MUPI numérique, donc qui a été affichée, qui a été projetée plus exactement dans Strasbourg, cette MUPI numérique, et donc en fait assez sobre en termes d'animation, puisque le doigt se contente de pointer vraiment et de représenter le geste de pointer ce point qui change de forme, qui mute, et donc il y a cette alternance des 12 versions de points qui ont été faites. Voilà, et c'est la dernière brique, je crois. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et maintenant on peut passer aux questions. Oui, on a encore quelques minutes pour les questions. Déjà, un grand merci à vous quatre pour cette conférence qui était vraiment pleine de sujets très variés. Je tiens quand même à préciser que tout n'a pas été dit. Il y a d'autres choses qui sont écrites dans la revue. Et surtout, je tiens à souligner la langue et la manière dont ce texte a été écrit, qui est vraiment très poétique par vous trois. Donc vraiment, n'hésitez pas à acquérir cette revue. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Surtout, battez-vous. Bonsoir. Comment que ça se fait qu'on ne voit pas la trame au niveau de l'affiche? La trame grise. La trame grise, tu veux dire sur la MUPI? Le fond? La MUPI numérique ou sur la... Non, la normale. À l'écran, c'est une question de contraste. Ah ouais. Les couleurs non plus pas tout à fait. Ah ouais. Je pense que c'est très contrasté, qu'on voit pas, étant donné que c'est un gris. Oui, elle paraissait effacée même. Ouais. Voilà, après, ah ouais. sur le donc, juste, je rebondis à moitié sur ce que tu dis, Guy, parce que c'est pas tout à fait le même sujet, mais l'affiche, donc, ça a été évoqué plusieurs fois, mais là, vous avez vraiment la représentation formelle de ça. C'est une affiche, mais sur le dos, donc c'est un programme exhaustif de tout ce qui a eu lieu pendant la fête des imprimeurs, et donc à la fois c'est un élément structurant sur le dos, et en même temps il faut arriver à tout faire rentrer dedans et à travailler sur ce format très vertical, puisque c'est deux carrés empilés, quoi. Donc c'est un ratio 2:1. Je rebondissais pas sur une question sur une question qui n'a pas été posée. Est-ce que je pourrais revenir un peu à Graphé? Bien sûr. Voilà. J'aimerais raconter une petite histoire à propos de Graphé. Je travaille avec Olivier Nineuil à Paris, et qui m'a branché sur son téléphone portable. Il m'a montré une couverture de Graphé. Il m'a dit: est-ce que tu savais que tu avais une couverture de Graphé? Cette couverture de Graphé étant le numéro 72 de octobre 2017. J'ai vu beaucoup de numéros de Graphé. J'ai vu le 71, j'ai vu le 73, je n'ai pas vu le 72. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, Graphé, ça ne me disait rien. C'était une revue que je ne connaissais pas. Mais ça me disait quelque chose. Ça me disait quelque chose parce que Graphé, dont j'ai appris que ça avait 100 ans. C'était bon centenaire. Et je me suis rappelé brusquement que quand j'étais à l'école d'art graphique,
il y avait une revue qui s'appelait Graphé. Mais c'était une revue parmi tant d'autres. C'était une revue, il y avait des revues d'art graphique à l'époque en France, comme Caractère Noël et donc Graphé. Et on les lisait à l'école d'art graphique de la rue Corvisart. Ah voilà, la voilà. La voilà. Enfin, je la vois. Parce que je n'ai pas le numéro. Je n'ai pas le numéro. C'était un numéro consacré à la photocomposition, à l'âge de la photocomposition. Or, à l'époque, j'étais à l'école d'art graphique en 59, de 59 à 61, et il y avait beaucoup de revues d'art graphique en France et à l'étranger, dont la plus prestigieuse était, je crois, Graphis à Zurich et Gebrauch Graphique en Allemagne, IDEA au Japon et beaucoup de revues d'art graphique aux États-Unis. Et il était très prestigieux j'étais aussi illustrateur, de faire paraître ses illustrations et son travail d'art graphique dans ces revues-là. Et j'ai eu la chance, alors voilà, j'ai eu la chance d'être une couverture de... Et alors, ce qui m'intéressait, cette revue m'intéresse aussi, parce que traitant de la photocomposition, je me suis dit que peut-être à l'intérieur, il y a d'autres travaux de moi. Et d'ailleurs, peut-être par une certaine nostalgie, peut-être évoquer l'époque de la photocomposition. Voilà, je ne sais pas, je ne le sais toujours pas. Je ne sais toujours pas, mais j'aimerais quand même non seulement la couverture, mais voir l'intérieur. Voilà. Et un grand merci rétrospectif à Graphé de m'avoir accordé sa couverture. Mais je ne sais pas. Je ne vous connaissais pas avant, je ne connaissais pas Hervé que j'ai eu au téléphone il y a une semaine. Hervé Arassi. Hervé Tissot. Mais je plaisante, parce que je me souviens plus. Je vais quitter ma boîte aux lettres. Vous l'enverrez. Moi, j'avais une question, une remarque. Je trouve que c'est un travail énorme de préparer une affiche que on n'imagine jamais quand on n'est pas dans le métier. Est-ce que c'est toujours comme ça pour les publicités qu'on voit partout, ou est-ce que c'est parce que c'est bien fait qu'on aime, ou parce que c'est fait à la va-vite par des copier-coller qu'on n'aime pas? Parce que ça me paraît hyper compliqué quand on n'est pas dans le métier de faire une affiche en cherchant le nombre de colonnes, le nombre d'horizontales, le nombre de secteurs, les polices, voilà, c'est un travail énorme, et un métier, et que est-ce que c'est toujours comme ça quand on fait des affiches, quoi? Pour l'affiche ou pour la composition du magazine? La composition du magazine, mais en général. Ouais, alors les éléments que je montre, ils sont quand même communs à beaucoup de productions, c'est-à-dire définir des marges, souvent définir une grille. Alors là, il y en a deux qui sont superposés, mais parce que c'est les besoins du numéro, mais c'est quand même des choses qu'on définit. Et après, la hiérarchie typographique, là, elle était assez grande, mais sinon, pareil, on se doit de penser quand même à comment hiérarchiser les différentes informations du texte qu'on a à composer et à définir un style pour chacun de ces niveaux d'information. Après, la différence, je pense qu'elle est dans l'investissement personnel, professionnel. Là, c'est vrai que ça nous tenait à cœur. Donc, c'est vrai qu'on s'investit d'autant plus quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je vois bien qu'il sourit, tant c'est quelque chose aussi. Donc oui, peut-être qu'on va un petit peu plus rapidement ou à la facilité sur certains projets parce qu'on sait aussi très bien que notre client ne verra pas forcément la différence entre un travail de qualité ou un travail plus fouillé qu'un autre. Là, c'est vrai qu'on s'adresse quand même à un public plus qu'averti, donc ça nécessitait quand même d'accorder ce travail-là sur la composition du magazine. Et après, sur l'affiche, je peux laisser Marielle et Vincent en parler, mais je pense que c'est un petit peu la même chose aussi. Je dirais que
il y a effectivement les avertis, mais il y a les non avertis aussi. En fait, l'exercice était un peu compliqué parce qu'en même temps, on représente l'espace européen Gutenberg, donc c'est effectivement quand même une association qui est censée porter les métiers de l'imprimerie et des arts graphiques, donc il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Et en même temps, il faut que ça soit séduisant pour que n'importe qui ait envie de venir. D'où justement aussi la nécessité d'avoir des éléments graphiques comme le 2024, qui par ailleurs nous plaisait beaucoup justement dans ces manquements, mais qui était assez peu lisible, surtout en vertical. Et donc, c'est vrai qu'il y a un travail poussé. Après, ça va dépendre aussi du besoin informatif, en fait, du support, dans quel milieu. Est-ce que c'est du culturel? Est-ce que c'est de la technique, de la technologie, pardon, ou autre chose? Comment aussi on s'investit? C'est vrai que nous, on aime bien penser les choses et on aime bien donner du sens à ce qu'on fait. Donc, on va aller très loin dans les articulations. Et dans l'esthétique pour que ça ait vraiment du lien. Il y en a d'autres qui font un exercice purement esthétique parce qu'il y a aussi cette question d'équilibre, un peu comme de la calligraphie ou le pinceau, et ça marche aussi, et ça fonctionne aussi. En fait, ça va dépendre en fait du besoin et de ce qu'on veut porter en fait dans la communication. Pour ma part, mon professeur à IARTSUP m'avait dit: Marianne, ne fais jamais de la publicité, ça marchera jamais. Bon, je sais pourquoi. Hein, donc voilà, je sais que je peux faire ce type d'exercice-là pour de la publicité, et je pense que j'en serais pas capable. Je sais pas si j'ai besoin de compléter beaucoup, mais je dirais que effectivement, quand on veut faire du travail bien fait, ça prend un temps qui n'est pas compressible, effectivement, en étape de conception, en fait de poser les choses de façon un peu réfléchie, en faisant du lien, tu l'as dit, mais aussi sur les aspects esthétiques et vraiment formels. Quand on fait un magazine, par exemple, on se doit, pour qu'il soit de qualité, de travailler une grille de mise en page, de travailler, tu en as parlé, sur le gris typographique, de travailler un certain nombre de choses en faisant des tests, parce qu'en fait, comme on n'est pas des intelligences artificielles et que nous, quand on teste des choses, ça prend un certain temps. On fait, on défait, on refait, etc. C'est pour ça que le numérique aussi amène cette facilité-là. Déjà, avant de parler d'IA, parlons déjà de numérique, mais on peut faire et défaire des choses, revenir en arrière, revenir sur une version qui nous plaisait plus, en mixer deux, et ainsi de suite. Mais de toute façon, il y a un temps effectivement qui est incompressible. Et il y a aussi un temps d'ailleurs comment je pourrais dire ça, de maturation du sujet, pour comprendre sur la fête des imprimeurs, par exemple, tout ce que ça mobilise en fait, et tout ce que ça doit mobiliser pour un public, avec une intention qui est donnée aussi. Donc en fait, on est à la frontière entre de la communication et un travail aussi d'auteur finalement qui exprime un propos. Et après, c'est comme ça que je me rapporte au métier. Quelque chose qui est bien fait, en fait, ça se voit, quoi. C'est-à-dire que ça se voit même par un profane qui ne sait pas pourquoi c'est bien fait, mais en fait, de la même façon que quand on entend une musique qui est bien composée, même si on n'est pas musicien et qu'on ne connaît pas ses gammes et le solfège, on va savoir s'il y a de la finesse, s'il y a du raffinement, ou si c'est quelque chose qui est grossier et bourrin. Donc voilà, et vraiment. Et après, ça peut être un souhait, une volonté de faire du bourrin. Voilà, il y a toutes les nuances possibles dans le spectre. Ça dépend vraiment de quelle intention on veut donner à son message. Et là, en l'occurrence, c'est quand même une intention effectivement liée à une culture typographique. Là, vraiment pour parler de la fête des imprimeurs, mais à une technique, à l'histoire de l'écriture. Il y a beaucoup de choses derrière. Donc ça nécessite un registre de communication qui lui-même doit être un peu raffiné et un peu élégant et un peu pensé, un peu construit, etc. Et puis après, il y a je pense que c'est un peu la hantise aussi du graphisme presque, mais c'est de pouvoir justifier ses choix aussi. C'est quelque chose qu'on apprend à faire à l'école. Mais en fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça comme ça? Voilà, on est prêt à dégainer quasiment sur tous les sujets la justification, les partis pris, et pourquoi est-ce qu'on allait dans telle et telle direction en écartant d'autres directions qu'on a testées. On teste pas tout, mais on teste beaucoup de choses, parce qu'en fait, vraiment, il y a cette notion d'itération quand même dans les professions créatives, d'essayer, de faire, de défaire, de refaire autrement, de se dire, mais en fait, ça marchait pas mal, mais il y a un truc qui me déplaisait, etc. Et donc oui, pour répondre à la question, c'est long, effectivement. Et après, il y a un deuxième aspect, sans être trop long, mais il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas passer 3 mois, l'aspect économique et puis le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas passer 3 mois ou 4 mois à travailler, par exemple, sur l'identité. Enfin, là, on a passé quand même quelques temps dessus, hein, mais à un moment donné, en fait, après, on dépasse la date de l'événement, ou on dépasse la date de fabrication des supports de com, et il y a besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, et il a besoin d'envoyer les affiches en fabrication, etc. Donc, de toute façon, à un moment donné, il y a une deadline, comme pour sortir graphé, par
pareil, où à un moment donné, on nous dit là, il va falloir que ça sorte, il va falloir que les allers-retours de correction qui soient faits et qu'on livre le fichier à l'imprimeur, quoi. Du tout. Si tu me permets, nous, à Grafé, on m'entend là ? À Grafé, on considère souvent, enfin on s'en parle entre nous, la belle typographie, c'est celle qui donne l'impression qu'il n'y a pas eu de travail, quoi. Le travail ne doit pas se voir. C'est ça la vraie typographie, c'est-à-dire il faut sortir des choses équilibrées et qu'on arrive à comprendre quand même, qu'ils soient à portée de compréhension. Et c'est toute la difficulté, surtout dans un magazine où on tourne les pages. Il faut savoir comment les pages s'équilibrent les unes avec les autres. C'est souvent compliqué, quoi. Donc, moi, j'interviens personnellement très rarement dans la mise en page parce que je fais confiance aux graphistes. Mais quelquefois, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, y compris à des gens qui sont vraiment très, très compétents, de donner une petite idée sur un petit truc. Et des fois, ça change tout. Mais l'équilibre d'une page, c'est très difficile à trouver et il faut souvent gamberger. Je pense notamment à Laura. Elle travaille énormément, elle fait énormément de recherches. Des fois, je lui demande où elle en est. Elle me dit, oh, mais elle travaille. Alors, elle cogite pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, quand l'idée est construite dans sa tête, la page, elle arrive en même pas 2 jours, quoi. Mais je maintiens, la typographie doit avoir un équilibre, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a encore une question ? Pourquoi ne pas avoir utilisé le Johannes Bon, on s'est posé la question d'utiliser les typographies de l'identité de la fête des imprimeurs dans le numéro. Et comme je disais tout à l'heure, mais que ça soit le Mrs. Eves ou que ça soit le Dido, ça marchait pas très bien. Par le contraste et la vibration du Dido en corps de texte, moi j'apprécie moins. Et le Mrs. Eves, il chassait beaucoup et il nous aurait fallu un numéro au moins de 32 pages si on voulait caser tout. Donc on l'a réservé, il est quand même utilisé parce qu'il est utilisé dans le foliotage et il est utilisé en couverture. Donc il est quand même présent. Et après c'est difficile quand même même pour titrer, de titrer quelque chose avec une typographie dont on est en train de parler. Enfin voilà. Donc c'était bien de l'avoir un peu comme un objet d'étude plus que comme un caractère d'usage, quoi. Mais il est là quand même un peu. Et puis l'espace européen Gutenberg, on aurait lui demandé l'autorisation pour utiliser le caractère. Et donc du coup, on aurait dit non, c'est sûr. Bon, grand merci à vous 4 pour cette conférence, c'était vraiment passionnant. Et un grand merci à tous d'être venus. Et à très bientôt et bonne fin de soirée. Au revoir.